Je vous propose aujourd'hui de découvrir Chase Hughes. Il se présente comme un expert du comportement. Ouais, expert, coach, etc. Et Dieu merci, je l'ai découvert en l'écoutant parler et non pas en allant sur sa chaîne et en voyant tout le blabla qu'il y a autour. Et puis c'est quelqu'un qui est aussi bien en cours dans divers télé et shows télévisés à l'américaine. Et bien sûr, ça me fait prendre un peu de recul, surtout quand je regarde la façon dont les choses sont mises en scène. Bon, c'est vrai que le côté esthétique est reposant pour l'œil, mais il y a toujours derrière une petite manipulation comme ce fond vert avec un décor avantageux à l'arrière, et puis une lumière étudiée et peut-être même un filtre pour le faire paraître plus jeune. Et quand je vois cette image, rien de tout ceci n'est réel. Avec ces deux personnages, là, je me dis qu'ils sont peut-être en train de parler d'eux. Bien sûr, on a derrière, un peu assombri, le sceau, oui, le blason, le logo, mais le sceau finalement de la CIA. Ils vont nous parler des opérations, du contrôle mental et de la manipulation. Mais regardez ces deux personnages, est-ce qu'ils ne sont pas en train de parler d'eux-mêmes avec ces très belles couleurs dans les iris, gris-bleu pour You Chase, avec les reflets exactement là où il faut, et ce personnage qui a vraiment l'air d'un David de Michel-Ange, d'un Adonis, d'un je ne sais quoi, les lèvres bien roses. Pour moi, quand je lis rien de ceci n'est réel, j'ai l'impression qu'il parle d'eux. Ce petit personnage que j'aime bien a priori, You Chase, je trouve très très intéressant. Il a un visage qui n'est pas typiquement masculin, vous voyez, le visage ovale avec un menton pointu. Bon, on voit quand même, je trouve que c'est un homme, des traits fins, Bon, c'est un homme, ouais, j'imagine. En tout cas, j'ai l'impression que tout ça est assez fabriqué aussi pour avoir l'air avantageux, et je trouve que ça va complètement à l'encontre du message. Bon, on n'est pas à un paradoxe près les uns comme les autres, et nous allons rentrer dans le vif du sujet avec cette capsule, qui est celle par laquelle je l'ai découvert, même si ces titres sont très accrocheurs, très très putaclic, comme on dit dans le langage familier légèrement obscène, très très compréhensible. La présentation qu'il fait n'est pas toujours décevante par rapport au titre. Le titre ici était la langue, parce que langage en anglais, ça peut être langage ou langue. Quand on dit je suis désolée mais je ne parle pas la langue, on emploiera ce mot language. Donc ça peut vouloir dire langage ou langue. Donc le langage a un secret très sombre, et je vais le prouver. Alors je vois aussi que ce personnage est extrêmement critiqué, parce que comme beaucoup de gens dans la partie, le développement personnel, etc., il y a quand même beaucoup à la fois de charlatans et de gens qui veulent faire du fric. Alors, il paraît qu'il s'attribue des tas de mérites, de choses qu'il a fait, qu'il était dans l'armée, qu'il a appris à contrôler les gens, qu'il peut, je sais pas, enfin, ça c'est un de ses détracteurs qui dit ça, qui prétend qu'il peut lire les personnes, décrypter leur comportement et même les hypnotiser à leur insu, tout ça. Et aussi, il parle de type de régression. Alors les régressions hypnotiques, c'est de l'hypnose ericksonienne, c'est des choses que j'ai faites moi-même, sans aller vraiment véritablement dans l'astral, ça va plutôt chercher dans le subconscient, on va dire. Bon, je pense que ce sont des gens qui ne croient pas à ça, qui sont très, très critiques et qui donc ne supportent pas la chose. Il y a deux choses différentes. Il y a les méthodes qui sont critiquables et auxquelles on peut ne pas croire quand on est très conventionnel. Et il y a aussi le personnage qui se met beaucoup en avant et surtout qui, à l'américaine, fait du fric avec ce qu'il a à vendre. Mais en fait, moi, ce n'est pas ça que j'ai découvert du personnage. Ça, bien sûr, très rapidement, mais comme avec Marc Passio ou avec les autres, très vite, je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la contradiction entre ce qu'il dénonce et la façon dont il se comporte un peu de la façon qu'il dénonce eux-mêmes. Bon, ça, c'est toujours assez évident. Mais c'était surtout ces petites capsules. Il y a des choses qui sont dites qui sont de la véritable intelligence. Alors peut-être que c'est pas de lui, peut-être que c'est pompé ailleurs, alors peut-être que c'est mis en scène aussi, peut-être que, mais il me semble quand même qu'il y a quelqu'un qui sait des choses. Comment il les sait ?
Ça me paraît assez probable que ça a à voir effectivement avec la CIA ou avec ce genre de personnage dans l'ombre, qu'il ait appris ces choses-là de façon honnête ou déshonnête. Manifestement, il sait des choses. Et c'est peut-être pas comme je l'ai pensé au tout début, de la pure intelligence d'analyse, mais du savoir d'initié. Et une partie de ces choses, nous allons continuer à les écouter, à les décortiquer, parce qu'elles nous servent de boîte à outils pour nous diriger. Alors bien sûr, au-delà de tout ça, il vend des vitamines, il vend ses bouquins, toujours pour cette idée de développement personnel. Et à l'américaine, le développement personnel, c'est l'enrichissement personnel et être quelqu'un dans le monde. Donc forcément, influencer les autres, pouvoir se vendre, etc. Ça, c'est la partie qui ne nous intéresse pas. En tout cas, moi qui ne m'intéresse pas, et les gens à qui je m'adresse, eh bien, ça ne les intéresse pas non plus. Cependant, au passage, il y a quelques trucs qui sont peut-être piégés, qui sont peut-être incomplets, mais qui sont extrêmement intéressants et dans lesquels, en fait, je me suis retrouvée dans l'analyse. Alors allons-y. À noter aussi que notre ami, non content de mettre des fonds verts avantageux, une lumière ou un filtre avantageux sur son visage, mais aussi une musique de fond, assez dramatique, et il y a un rythme et bien sûr cet artifice de montage qui consiste sur un plan fixe à changer très légèrement le cadrage, se rapprocher des coupures entre un plan et le même plan un tout petit peu plus près, et puis revenir un tout petit peu plus loin, et en fait ça donne une espèce de rythme qui n'existe pas puisque c'est un plan séquence, c'est-à-dire un plan tout du long, on va dire. Donc c'est pour donner une impression émotionnelle, donc c'est déjà en soi de la manipulation. La musique de fond, le montage, et puis tout ce reste d'artifice. Donc c'est un peu gênant, mais écoutons tout de même ce que nous dit notre orateur. Il y a une espèce de parasite dans votre esprit en ce moment même. Il vous empêche de voir la réalité. Et je dois vous dire que je n'utilise pas ce mot poétiquement. Je parle de la définition biologique du parasite. Un parasite a 4 traits distinctifs fondamentaux. Il a besoin d'un hôte. Il consomme et épuise les ressources de l'hôte. Il altère le comportement de l'hôte dans le but de promouvoir sa propre survie. Et 4, il se réplique grâce à l'hôte dans un nouvel hôte. Le langage répond à chaque critère de définition d'un parasite. Et je vais vous le prouver. Je veux littéralement vous montrer cette chose à l'intérieur de votre tête. Maintenant. Je vais mettre quelque chose de très simple sur votre écran. Mais je ne veux pas que vous y pensiez. Je voudrais juste que vous remarquiez ce que fait votre esprit au moment précis où ça apparaît sur l'écran. Vous êtes prêts ? Et voilà. Je vous assure que quelque chose s'est passé à l'intérieur de votre tête avant même que vous en ayez conscience. Alors ici, bien sûr, je m'arrête un instant parce que le choix de l'image présentée, le choix du motif, bon déjà que ce soit une forme géométrique, très bien, mais celle-là, ça me laisse perplexe pour un nombre de raisons que vous connaissez bien. Et quand je suis allée sur son site pour savoir un peu qui c'était, j'ai trouvé cette image. Alors le triangle est très pratique pour un certain nombre de choses. On parle du triangle de Karpman, bourreau, sauveur, victime, tout ça. En psychologie, dans les sciences du comportement, le triangle et différentes formes géométriques servent de graphes. C'est-à-dire de formes géométriques sont constituées par des lignes de tension entre des choses. Exactement comme on a vu l'hexagone avec les couleurs primaires, triangle, puis secondaire, triangle inversé, et ainsi de suite. Donc c'est pas innocent et ça me fait un peu bizarre tout de même, je dois bien dire. Mais poursuivons. Nous allons maintenant passer à l'expérimentation numéro 2. Je voudrais juste que vous soyez attentifs à ce que fait votre esprit. Et voilà. Et instantanément, sans votre permission, votre mental commence à chuchoter dans votre tête. Deuxième petite remarque, en anglais, le mot mind est généralement traduit en français par esprit.
mais c'est une petite inexactitude, ou plutôt une petite imprécision, parce qu'en anglais nous avons ces deux mots, spirit, l'esprit, comme un peu l'Esprit Saint, encore que l'Esprit Saint ça se dit Holy Ghost, enfin bon, vous voyez comme c'est pas toujours simple, les traductions, on peut pas faire vraiment du mot à mot. Spirit c'est plutôt dans le sens spirituel, et mind ce serait plutôt dans le sens mental. Donc nous avons ce mot en français qui est sans doute un anglicisme, le mental. Or, mental est un adjectif substantivé, c'est-à-dire un adjectif qui a valeur de nom. La maladie mentale, l'âge mental, le retard mental, le calcul mental, ça c'est un adjectif. Le mental, c'est cette partie de l'esprit qui est, on va dire, affectée au calcul. C'est pas l'esprit dans le sens religieux du terme, ni dans le sens spirituel si j'ose dire, le mental. Donc des choses finalement assez mécaniques, les fonctionnements de l'intellect, les facultés cognitives, enfin. Donc je traduirais, selon les moments, par esprit ou mental. Mais là, il est question d'esprit, il n'est pas question de l'esprit intégral et de l'esprit dans un sens religieux, spirituel, il est question vraiment du mental. La Joconde, Mona Lisa. De Vinci, peinture célèbre. Tout à l'heure, triangle, avant même que vos yeux aient fini de regarder. Vous n'avez pas fait l'expérience de la chose en premier. Votre cerveau l'a nommée en premier. La plupart des gens ne s'en rendent pas compte, mais ça se produit tout au long de notre vie. Nous étiquetons les émotions bien avant de les ressentir. Nous étiquetons les gens avant même de les connaître. Nous nous étiquetons nous-mêmes, parfois même avant de savoir si une chose est vraie ou pas. Le langage se projette au-devant de n'importe quelle expérience et la détourne. Laissez-moi vous montrer jusqu'où ça va. Votre langue ne fait pas que nommer les choses. Votre langue crée les catégories de choses que vous voyez. Par exemple, différentes cultures divisent le monde de façon complètement différente les unes des autres. Et à cause de ça, elles perçoivent littéralement différentes réalités. Si votre langue n'a pas de mots pour une certaine couleur, votre cerveau devient beaucoup plus lent ou même complètement incapable de voir cette couleur. La catégorie modèle la perception. Alors bien sûr, quand j'entends ça, je suis extrêmement intéressée parce que la dernière émission en date que j'ai mise en ligne était consacrée aux couleurs, justement puisqu'on parlait des couleurs et des mots pour les couleurs. Et j'ai émis que le fait de nommer avec précision une nuance précise de couleur était en soi une jouissance. Alors effectivement, je ne retire pas. Il y a les choses qui relèvent de l'intellect et il y a les choses qui relèvent de la vie intérieure et de l'expérience. Ce sont deux choses différentes. Quand l'intellect et le mental est tout le temps en train de prendre le pas sur l'expérience, c'est problématique. Mais si nous n'avions pas d'intellect pour nommer et analyser l'expérience que nous avons des choses, nous serions des animaux. Je n'ai rien contre les animaux, bien évidemment, mais il se trouve que nous ne sommes pas des animaux et que nos facultés cognitives comprennent aussi l'expression des choses. Alors c'est tout à fait à double tranchant et encore une fois, j'insiste sur la nécessité de vivre dans nos deux polarités opposées totalement et complètement. C'est-à-dire quand nous sommes dans l'intellect, il faut que nous soyons bien dans l'intellect. Clarté, élocution, syntaxe, calcul, enfin d'élever notre intellect à un haut niveau de fonctionnalité. Et ça, c'est un petit peu comme quand on fait ses gammes ou quand on retravaille dans son artisanat, on retravaille les choses jusqu'à temps que le geste soit juste et on apprend de nouvelles techniques, etc. Et de l'autre côté, l'expérience brute doit pouvoir s'affranchir de la prééminence du mental et de l'intellect. Mais les deux sont deux comportements, deux polarités antagonistes qui ont chacune leur valeur propre. La deuxième remarque que j'ai envie de faire, c'est à propos de Masanobu Fukuoka, dont j'ai déjà beaucoup parlé, l'auteur de La révolution d'un seul brin de paille, paru chez Très Daniel en 1975 et qu'on trouve toujours. C'est le livre que j'ai le plus acheté, j'en avais même acheté une douzaine ou une vingtaine, je ne sais pas, à un moment, pour les envoyer à tous mes amis. Et il se trouve que j'en ai plus un sous la main là maintenant,
Mais qu'importe, c'est un très beau livre qui parle d'agriculture naturelle, donc d'agriculture pérenne. On dit maintenant permaculture et gna gna gna. Bon, tout ça, c'est encore des mots, hein, du blabla qui permet de mettre un écran d'une forme de bien-pensance très spécifique. Mais c'est un livre écrit par quelqu'un qui a fait le paysan toute sa vie, qui au départ n'était pas de souche paysanne, qui a observé les cycles du vivant de façon à les imiter au mieux, et c'est un livre vraiment tout à fait japonais, de poésie japonaise, d'état d'esprit japonais et de pur bon sens, de quelqu'un qui était un homme de la terre. Donc je le conseille à tout le monde, même ceux qui n'ont pas l'intention spécialement de cultiver. Il y a vraiment dedans des perles de sagesse constantes. La révolution d'un seul brin de paille de Masanobu Fukuoka. Et il y a un petit passage, je crois même que c'est un chapitre ou un sous-chapitre dont le titre est « Nous ne connaissons pas la nature. Nous ne savons pas ce que c'est que la nature. » Alors moi je m'étais un petit peu insurgée en commençant à lire ça, et puis plus j'avançais dans la lecture du chapitre, et plus je me rendais compte qu'il avait tout à fait raison, parce qu'il parle exactement de la même chose, le fait d'interposer mentalement quelque chose à l'expérience de la contemplation de la nature. Il dit on ne sait pas ce que c'est que la nature parce que tout ce qu'on regarde a été façonné à un moment ou à un autre. Et je pense même qu'il ne croit pas si bien dire. Et il parlait de l'expérience de l'arbre. Il dit regardez cet arbre. Alors on a déjà nommé, notez bien qu'on a déjà nommé l'arbre. Cet être vivant, on l'a déjà qualifié d'arbre. Bon, mais regardez cet arbre. Et quand on va regarder, bien sûr, si on est de la campagne ou si on s'intéresse aux arbres, c'est un magnifique chêne, comme il est beau ce cerisier en fleurs. En tout cas, il y aura frêne, cerisier, saule, il y aura tout ça qui va se surimprimer. Ou alors d'autres choses, bon bois de chauffage, au moins 15 terres. Enfin, il y aura tout un tas de choses. Mais en général, ça a à voir avec la façon dont on nomme. Le fait de nommer, et c'est pas pour rien que dans la Genèse, Adam nomme. Il nomme les animaux. Dieu les crée pour lui, les lui donne comme si c'était à lui de les maîtriser, d'avoir la main mise. D'ailleurs, c'est dit comme ça dans la Genèse. C'est pour ça que je prends tout à fait mes distances avec l'Ancien Testament et avec la Bible en général et tout ce qui est sacré en général. Mais il y a quelque chose comme ça entre le langage, qui en l'occurrence sert à Adam à asseoir son ascendant sur le monde vivant. Et puis le fait que, en fait, le langage va prendre le pas sur l'expérience. Et l'expérience, c'est notre nature profonde, la faculté d'expérimenter. Le langage devient alors une espèce de parasite, comme vient de nous le dire notre ami, et également une forme de, oui, je l'ai déjà dit plusieurs fois, d'intelligence artificielle. Le mental est en soi une intelligence artificielle. Intelligence veut dire qu'il met les choses en relation. L'association d'idées libres est une forme d'intelligence. On parle aussi beaucoup de l'intelligence émotionnelle. Il n'y a pas que l'intelligence de l'intellect, qui est la seule qu'en général on prend en compte. Mais continuons. Il vient de nous dire que la catégorisation modèle la perception. Donc votre langue ne décrit pas vraiment votre monde. Elle décide de ce que votre monde contient. Nous ne pensons pas avec logique. Nous pensons en termes de métaphores. Des métaphores que nous n'avons pas choisies nous-mêmes. Pensez juste aux métaphores par lesquelles nous vivons. Il y en a des milliers qui sont programmées à l'intérieur de notre psyché. Le temps, c'est de l'argent. L'amour est un voyage. Le mental est un réceptacle. Aucune de ces choses ne sont des faits. Ce sont des métaphores qui sont devenues de petites prisons pour nous. Chacune de vos croyances, chaque certitude, chaque peur, chaque limitation dont vous croyez qu'elles sont qui vous êtes, chacune a été formée à l'intérieur d'un langage que vous n'avez pas choisi. Et justement, ces métaphores comme en avoir plein le dos, avoir le dos large, ou tout un tas d'autres métaphores, avoir de l'estomac, casser les pieds, et puis plein de choses. Je pense spécialement là aux métaphores qui engagent le corps, ou bien des mots valises, des choses comme le genou. Le genou, vous savez, le je et le nous, le conflit d'ego avec quelqu'un qui se porte sur les genoux. Ça explique très très bien
outre certaines réalités au-delà même du langage, mais ça explique très bien comment nous nous programmons à notre insu et comment nous somatisons des choses par des expressions toutes faites. Les expressions toutes faites ne sont pas du tout anecdotiques. Elles font partie du patrimoine commun. Donc si tout le monde se sert du langage du même avec le même type de métaphore, nous allons développer le même type de somatisation, mais complètement à notre insu. Mais c'est un sujet sur lequel il faudra bien sûr revenir. Vous n'avez pas choisi les catégories, les métaphores pour vous comprendre vous-même. Vous n'avez pas choisi les métaphores qui vous définissent en tant que personne. Vous avez hérité de ces choses. Si en grandissant vous avez entendu des mots comme paresseux, ou pas suffisant, ou problématique, calme, difficile, timide, doué peut-être, intelligent, peut-être brisé. Ils ne vous décrivent pas. Ils sont devenus vous. Et à l'instant même où quelqu'un vous a étiqueté, votre mental a construit un monde autour de cette dénomination. Et le monde est devenu une gigantesque cage. Donc le langage ne reflète pas votre identité. Il construit l'identité. À mon avis, la partie la plus inquiétante, c'est que, une fois que la construction de l'identité est achevée, nous la défendons comme des fous. Nous protégeons ce qui nous limite. Nous disons des choses comme « Ouais, mais c'est ma personnalité » ou bien « J'ai toujours été comme ça ». Comme si notre identité était une sorte de fait géologique et non pas un programme linguistique. Mais répondez honnêtement à cette question dans cette nouvelle petite expérience. Si vous aviez été élevé dans une autre famille, une autre culture, une autre langue, avec d'autres étiquettes et des métaphores différentes et des récits différents, seriez-vous la même personne ? Bien sûr que non. Donc ça signifie que notre identité n'est pas le pur moi authentique que je crois être. C'est un effet secondaire de la langue qui nous a élevés. Vous connaissez uniquement la version de vous que le langage vous permet d'être. Et nous passons nos vies entières à essayer de vivre à la hauteur d'un son, d'un mot. Le langage s'empare de la moindre expérience et le découpe pour le faire coïncider avec une catégorie qui existait bien avant que nous soyons nés. Vous n'avez jamais rencontré votre mère telle qu'elle est vraiment. Vous avez rencontré le mot « mère ». Vous avez rencontré « maman ». Vous avez commencé à la définir en tant que « maman » aussi vite que vous pouviez. En fait, c'est le mot le plus ancien jamais découvert. Combien de disputes avez-vous eues, mais qui n'étaient jamais au sujet de la situation, mais bien au sujet des mots que vous et ces autres personnes utilisaient pour décrire la situation? Combien de moments de lien ont été gâchés parce que les gens utilisent le même mot, mais avec des sens différents? Et si vous pensez à vos émotions, beaucoup de gens ne se sentent pas tristes, ils ressentent la tristesse du monde. Et tout ce que la culture nous a appris à rattacher au mot tristesse. Et si vous pensez que vous en avez vraiment assez de votre vie, peut-être que là maintenant vous êtes fatigué de la vie, je vous assure que vous ne l'êtes pas. Vous êtes juste en train de voir le monde à travers des catégories linguistiques qui tournent en boucle. Chaise, bouteille, main, normal. Tout d'un coup, votre vie devient comme une projection d'images, de choses que nous pensons comprendre parfaitement, parce que nous avons une étiquette pour elles. Et ça rend les choses sacrées, ordinaires. Je voudrais vous faire ressentir quelque chose. Je voudrais que vous essayiez. Où que vous soyez, regardez l'objet le plus proche dans la pièce. Où que vous soyez assis ou debout, n'en choisissez pas un particulier, juste la chose la plus proche de vous. Peut-être que c'est une bouteille d'eau, ou une chaise, ou peut-être c'est votre main, quoi que ce soit. Quoi que ce soit, c'est parfait. Vous y êtes ? Bien. Maintenant, pendant seulement 2 secondes, je veux que vous refusiez absolument de nommer cette chose. Ne dites pas le mot dans votre tête. Ne la catégorisez pas.
Ne cherchez pas le concept de ce que c'est. Regardez juste cette chose sans le langage. Là, maintenant. Remarquez comme votre esprit est prompt à essayer de nommer cette chose. Automatiquement. C'est désespéré. Il ne peut pas supporter de ne pas savoir comment nommer une chose. C'est comme si le mental paniquait quand le langage se tait. Et je pense que c'est ce qui se passe parce que sans le langage, vous redevenez présent. Il y a une certaine acuité, un accroissement de la réalité et de clarté. Il y a un moment de présence brute qui a presque un goût de souvenir de l'enfance. En tout cas, c'est comme ça que je le décrirais. Alors là, c'est particulièrement intéressant, cette façon de décrire ce moment de présence à soi-même sans le langage, comme quelque chose qui nous ramène à un souvenir d'enfant, à un souvenir d'état enfant. Pas un souvenir d'enfance, un souvenir avec un contenu, mais un souvenir d'état de l'enfance. Parce que moi, j'ai toujours pensé ça. Effectivement, avant que nous ayons le langage, nous n'avons plus vraiment le souvenir, pour une très grande partie d'entre nous, d'avant la maîtrise du langage ou la maîtrise relative. Des souvenirs avant 3-4 ans. Il paraît qu'on ne les a pas, mais bien sûr que si. Mais à 3-4 ans, quand vous regardiez dehors, dans le jardin, et que vous voyez les petits oiseaux ou le chien courir après une balle rouge, il n'y avait pas forcément de mots chien, balle, rouge, jardin. Le tout était une expérience complète de joie et d'excitation familière, bon, pour ce cas précis. C'est d'ailleurs là-dessus que s'appuient les manipulateurs et les trafiqueurs d'esprit et autres effaceurs de mémoire. Les traumas vécus dans l'enfance ne peuvent pas être traités biographiquement parce qu'il n'y a pas de mots. Donc quand quelque chose de très violent s'est passé mais qu'il n'y a pas les mots, il y a un conflit interne. Donc c'est comme ça que les manipulateurs et les prédateurs psychiques entraînent les humains à entrer en dissonance totale et à oublier des événements essentiels de leur propre expérience. Et donc, en fait, ils les programment à l'amnésie. Il y a des gens qui sont vraiment, j'allais dire, passés maîtres dans cet art-là. Passés maîtres, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une expression de la franc-maçonnerie. Passer maître, c'est devenir maître. Avant, on était compagnon et avant, on était apprenti. Donc, c'est vraiment pas rien, cette expression. La connaissance de ces fonctionnements est essentielle pour nous. Et nous pouvons, en éteignant le langage volontairement, replonger dans la pleine présence. Et quand nous replongeons dans la pleine présence, nous reconnectons automatiquement avec l'être, biographique en nous, qui vivait avant le langage, avant la programmation par le langage. Mais continuons. Quand nous forçons le langage à se taire dans notre esprit, nous vivons comme un moment suspendu. C'est comme ça qu'on peut ressentir le monde sans le parasite. Ce parasite qui nous passe devant. Le parasite peut toujours être là, mais vous le remettez à sa place, là où il est censé être, derrière l'expérience. Je voudrais que vous pensiez au moment le plus réel de toute votre vie, le moment qui surclasse tous les autres, comme la naissance d'un enfant, peut-être une rupture, peut-être un décès, peut-être que c'était un moment de terreur, ou peut-être que c'était un moment d'émerveillement tellement puissant qu'il vous en a coupé le souffle. Et à ce moment-là, il n'y avait pas de mots. Aucun. Le langage est arrivé après l'expérience. Il a essayé de rétrécir cette expérience en une phrase. Parce que le langage ne pouvait pas contenir la taille de ce qui s'était passé. Ça, c'est votre preuve. À chaque moment où vous avez été vraiment vivant dans votre vie, c'était tellement plus grand que les mots que vous avez utilisés pour le décrire. Et si le langage n'était qu'un outil, on pourrait le mettre de côté. Mais on ne peut pas. Essayez de ne pas nommer une chose pendant 10 secondes. Le cerveau se met à paniquer. Il supplie une étiquette. Il exige une catégorie.
Et ça, c'est un système qui a à voir avec les instincts de survie. Et ce qui se présente avant votre perception est contrôlé par votre perception. Peut-être êtes-vous en train de réaliser que ce n'est pas simplement une théorie. C'est quelque chose que vous pouvez ressentir. Mais il y a une attrape ici. S'éveiller à ça, c'est juste le commencement. Nous devons rompre ce charme. Et pendant les 2 dernières années, j'ai travaillé sur ce livre, qui a été conçu pour faire exactement ça. Et le livre s'appelle Tongue, langue. Et ça n'est vraiment pas un livre ordinaire. Il n'est pas écrit comme un livre est censé l'être. Et il enfreint toutes les règles. Il ne vous apprendra rien sur le langage. Il court-circuite le langage. Ce sera peut-être la chose la plus étrange que vous verrez imprimée sur papier. Chaque ligne, chaque page a été conçue pour ramener votre expérience avant les mots, là où elle est censée se produire. C'est juste un livre de poche, et il fonctionne en déstabilisant le réflexe automatique qui consiste à nommer. Ça perturbe vraiment beaucoup le parasite. Et ça force les perceptions à se présenter en premier. Et le langage à se présenter en second. Certaines pages du livre mettent complètement en panne votre voix intérieure et certaines pages retirent leur signification aux mots exprès pour que vous puissiez percevoir la réalité brute suinter un peu à travers les fissures. C'est une expérience bizarre, c'est vraiment étrange. C'est pas vraiment très confortable. Mais le livre est écrit d'une telle façon que si vous vous contentez de le parcourir, il ne se passera rien. Ça m'a pris 2 ans parce que j'ai eu à travailler sur chaque paragraphe, de façon à ce qu'il interfère avec votre système linguistique opérationnel. C'est un système linguistique dans lequel nous avons vécu depuis l'enfance. Mais si vous lisez ce livre, on le trouve sur Amazon, c'est juste un livre de poche bon marché. Mais si vous le lisez ligne après ligne, le livre fait quelque chose de subtil et de dangereux. Il vous rend vos perceptions. Et il ramène le monde devant le mot. Lisez-le si vous êtes prêt, mais c'est pas pour comprendre quoi que ce soit. Le livre ne va pas vous permettre de comprendre des choses. Il va vous offrir une expérience. Celle de voir le parasite essayer de reprendre le dessus. Alors si cette vidéo a fait se fissurer quelque chose en vous, j'ai conçu ce livre, Tongue, pour vraiment finir le boulot. Dans les 2 cas, j'espère que cette vidéo aura été intéressante pour vous et qu'elle vous aura donné une nouvelle perspective sur le langage. Alors vous vous doutez bien que je me suis intéressée à ce livre, Tongue, et aussi peut-être à d'autres ouvrages de Hugh Chase. Malheureusement, Amazon est international, mais uniquement virtuellement. Le livre, lui, il a été imprimé aux États-Unis et il faut le faire venir des États-Unis. Donc, ça coûte une 20aine d'euros, ce qui est quand même une somme importante pour un livre qui n'en coûte que 12. Mais quand même, c'est très tentant. Bon, alors, vous qui aurez suivi cette émission, vous me direz si, à votre avis, c'est pertinent de dépenser. Il n'y a pas moyen de faire autrement puisque le livre n'est pas distribué en Europe, en tout cas pour l'instant, il ne l'est pas, et que je ne lis pas à l'écran. Voilà. Donc nous verrons bien si peut-être une petite cagnotte de mutualisation pour la suite de cette émission. Mais je suis pas sûre que ce soit absolument pertinent dans le sens où c'est une expérience qu'il faut faire soi-même. Alors je vais pas me mettre à traduire tout un livre. C'est un travail énorme et puis il y a des histoires de droit, comme vous savez. Et je pense pas que j'ai du tout envie de me lancer là-dedans, ni même que je n'en ai les compétences. Après, il faut trouver un distributeur éventuellement ou pas. Je ne sais pas si ça vaut vraiment la peine. Nous nous rendons bien compte quand même que quoi que nous ayons envie d'entreprendre, il y a des frais, il y a des coûts cachés et rien ne se fait selon la grande loi du don et de transmission du savoir dans ce monde d'argent. Donc, nous verrons bien. Et ceux qui sont anglophones et surtout qui se trouvent au Canada, aux États-Unis, se trouveront bien certainement d'avoir eu découvert ce livre. Nous suivrons Hugh Chase dans d'autres explorations du monde psychique et des détournements comportementaux, tout ça. Je traduirai d'autres émissions
parce qu'il me semble qu'il y a là des petites perles de compréhension au-delà même de cette mise en scène un peu grandiloquente et de cet enseignant, sinon spirituel du moins, des sciences de la psychologie et du comportement. Rappelons tout de même que ces vidéos sont mises en ligne gratuitement et que rien que ça constitue un cadeau en termes de savoir et de compréhension. Enfin, il me semble.